Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est probablement l'un des acronymes qui fait le plus fantasmer en France. Le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, un sigle, une organisation qui est devenue ces derniers temps un enjeu au sein du débat politique, accusée par exemple de faire le jeu de l'extrême droite, de diviser les Français, parmi d'autres critiques. Alors, pour sortir de ces fantasmes, par les temps qui courent, avec l'onde de choc du conflit proche-oriental sur la communauté juive, je me suis dit que le mieux, le plus judicieux était de vous inviter. Yonatan Arfi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRIF, vous avez été nouvellement élu, puisque vous l'avez été en 2022, et j'aimerais tout d'abord votre réaction à ces prénoms qui sont par exemple en une du Parisien, Dan, Valentin, Céline, Ethan, autrement dit les 11 Français qui ont été tués en Israël, et puis, semble-t-il, on parle de 18 otages. Aujourd'hui, votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord d'avoir une boule au ventre depuis qu'on a appris qu'il y avait des otages. Il faut comprendre que pour le monde juif, il y a toujours une vocation à cultiver le nom, le destin, le visage des victimes. Et vous verrez que dans les jours et les semaines à venir, le nom et les visages des victimes seront inlassablement partagés, diffusés, parce que c'est au cœur de la manière dont le judaïsme, philosophiquement, regarde ces questions-là. Alors pour moi, bien sûr, en voyant ces prénoms, en voyant ces visages de Français otages du Hamas ou morts dans ces attaques, il y a une identification qui joue à plein, je l'assume, mais en fait, je pense qu'elle peut jouer à plein pour l'ensemble des Français, parce qu'ils ont été victimes du terrorisme, comme nous l'avons été en France avec le 13 novembre. Est-ce que vous avez des informations sur les otages, Yonatan Arfi? J'ai eu hier un échange extrêmement difficile avec la famille du petit Ethan, 12 ans, qui a été enlevé seul par le Hamas, et qui m'a dit combien elle attendait que la France puisse se mobiliser, elle attendait que la France joue son rôle pleinement, comme elle l'a toujours fait pour l'ensemble des otages français dans le monde. Ce sont des moments et des conversations extrêmement difficiles, évidemment, pour ces familles, et pour nous, bien sûr, aussi. Je n'ai pas d'informations sur l'ensemble, évidemment, des franco-israéliens qui sont aujourd'hui retenus par le Hamas. Les informations arrivent au compte-gouttes. Il y a une vraie confusion encore aujourd'hui en Israël, mais j'imagine que dans les jours à venir, nous en saurons plus. Cela montre aussi qu'Israël est une mosaïque constituée donc de personnes issues de différentes nationalités, Yonatan Arfi. Oui, Israël, c'est un peu un pays-monde. Il y a dans l'histoire d'Israël, vous le savez, en filigrane, l'histoire du peuple juif, et donc l'histoire de la diaspora, de la dispersion des juifs dans le monde. À la création de l'État d'Israël en 1948, et d'ailleurs déjà bien avant, a commencé une vague d'Aliyah, donc de retour en Israël pour des juifs du monde entier, et se retrouve aujourd'hui dans la société israélienne, au fond, le reflet de ces mouvements-là. Donc vous avez des Israéliens de toute origine, dont un certain nombre ont la nationalité aussi des pays d'origine. Il y a en Israël, on l'estime aujourd'hui, à peu près 200 000 Français. Mais alors, l'une des critiques adressées aux Juifs de France, mais aux Juifs du monde entier depuis la création d'Israël, Yonatan Arfi, c'est la double allégeance. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Comment pouvez-vous conjuguer, par exemple, un attachement à Israël et le fait d'être français? Et d'abord, je m'étonne toujours que ce soit une question qu'on adresse que sur la double nationalité franco-israélienne, pour ceux qui sont franco-israéliens, ou aux juifs français, pour ceux qui n'ont pas la nationalité israélienne simplement. Ça a été fait avec d'autres nationalités, algériennes par exemple, qui ont été... Oui, alors ça peut arriver, mais enfin c'est une constante historique. L'accusation de double allégeance, c'est une manière de renvoyer le juif à une forme d'inaltérable altérité, qui voudrait dire qu'au fond, nous serions toujours étrangers fondamentalement. C'est, dans l'histoire de l'antisémitisme, une accusation au bout de laquelle on n'est jamais arrivé. Alors très concrètement, je vais vous dire comment moi je vis les choses. J'ai toujours vécu mon identité juive et française de manière extrêmement harmonieuse. Je n'ai jamais vu de contradiction entre les aspirations profondes portées par mon identité juive et celles liées à ma citoyenneté française. Et il en est de même pour l'attachement à l'État d'Israël, qui aujourd'hui est une des composantes de l'identité juive. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à saisir, mais Israël est aujourd'hui un point central dans le monde juif.
Il y a, on le sait, des communautés juives importantes aux États-Unis aussi. La France est la deuxième communauté mondiale après les États-Unis, donc en dehors de l'État d'Israël. Donc il y a une place particulière pour Israël dans l'identité juive et nous nous construisons aussi avec cet attachement-là. Et Yonatan Arfi, dans l'actualité tragique de ces jours-ci, il y a bien sûr les massacres perpétrés par les terroristes en Israël, et puis il y a aussi aujourd'hui les morts de Gaza. Comment le CRIF que vous présidez se situe-t-il par rapport à ces morts-là, sachant, j'imagine qu'une vie en vaut un autre? Bien sûr, une vie vaut toujours une vie, quelle que soit la personne, quels que soient les lieux, quelles que soient évidemment les circonstances. Ça, c'est quelque chose qu'il est évidemment important de toujours rappeler. Ce qui est important aussi, c'est d'inscrire peut-être cette question-là dans le contexte dans lequel elle est posée, qui est celle de la réponse à une attaque terroriste sans précédent, qui pour le monde juif a une résonance particulière compte tenu des images et des scènes qui ont été rappelées de massacres, et de se dire, au fond, quelle est la manière morale de répondre pour une armée à une attaque de ce type-là. C'est une question qui n'est pas nouvelle dans l'histoire, elle s'est posée pour toutes les démocraties confrontées à ce type de situation, elle s'est posée au fond pour la France après le 13 novembre, pour les États-Unis après le 11 septembre, elle se pose aujourd'hui pour Israël. Je n'ai pas de raison de penser que les Israéliens répondent différemment de la manière dont la France ou les États-Unis ont répondu, parce que ce sont des démocraties, donc elles portent en elles à la fois la volonté et le besoin de réponse, mais en même temps la question qui va avec nécessairement. Mais alors le blocus de Gaza, par exemple, le fait de priver de nourriture, d'électricité, d'eau une population civile, c'est quelque chose de condamné par l'ONU, et c'est pourtant quelque chose qui est aujourd'hui en cours à Gaza. Votre point de vue là-dessus, Yonatan Arfi? Si votre question c'est de savoir est-ce que je condamne les blocus de population en général, par principe... C'est ma question. Bien sûr que les blocus, par principe, sont toujours condamnables et qu'on est toujours du côté des populations civiles, ça va de soi. Là encore, la question qui se pose, c'est est-il légitime pour éradiquer une organisation terroriste de devoir, à un moment donné, pratiquer telle ou telle opération ou dimension frapper les militaire. civils? Vous présupposez dans votre question qu'il y aurait une volonté de frapper les civils ? Dans un blocus, il y a en tout cas une volonté de frapper indistinctement une population. Alors, je ne suis pas expert militaire. J'imagine que les Israéliens se posent la question de la nécessité de chacun des gestes qu'ils décident de faire, bien sûr. Donc, je ne peux pas répondre à leur place. Mais dans une circonstance comme celle-là, sans doute est-il nécessaire, à un moment donné, de circonscrire la zone pour éviter d'abord les infiltrations de terroristes du Hamas qui se poursuivent et pour permettre demain de libérer aussi la bande de Gaza du Hamas. Mais est-ce que vous pourriez par exemple demander un corridor humanitaire qui permettrait donc de distinguer les civils des belligérants? Vous savez, j'ai entendu hier soir que se discutait en ce moment entre l'Égypte, Israël et les États-Unis l'idée que des civils puissent se réfugier côté égyptien. Je rappelle toujours que la bande de Gaza a deux frontières, une avec Israël mais une avec l'Égypte, et que la question du blocus, bizarrement, on ne l'adresse qu'à Israël mais pas à l'Égypte. Bon. Cela étant dit, je suis soulagé. Évidemment que des solutions puissent être trouvées pour les civils, pour qu'ils puissent se réfugier dans les écoles de l'ONU, demain peut-être en territoire égyptien à côté, pour qu'il y ait le minimum de victimes civiles, bien sûr. Je crois que... il n'y a rien qui permette de présupposer qu'Israël réagirait différemment d'une autre démocratie sur cette question. Au-delà de cet épisode terrible, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais votre idée, votre rêve pour la région, quel serait-il, Yonatan Arfi? Est-ce que vous imaginez qu'il y ait la possibilité pour les Juifs et les Palestiniens de coexister? Est-ce qu'il faut un seul État, deux États? Bref, quel est... votre plan et, au-delà de votre voix, l'idée du CRIF par rapport à ça? Bien sûr, alors, je suis... ce n'est pas que j'espère, c'est que je sais que ça finira par arriver. Il y aura un moment où viendra... Très optimiste, car tout semble démentir aujourd'hui cette espérance. Bien sûr, les temps que nous voyons aujourd'hui ne permettent pas de le voir survenir à court terme, mais cela finira par arriver. Il me semble que d'une certaine manière, c'est aussi le sens de l'histoire. Il y a des accords de normalisation aujourd'hui d'Israël avec beaucoup de pays arabes qui nous paraissaient inimaginables il y a un certain nombre d'années. Avec les Palestiniens, les choses aussi finiront un jour par s'apaiser et j'en serai évidemment heureux.
La question que vous posez, c'est quelle est la solution qui sera trouvée? C'est une question, entre guillemets, technique qui appartient aux parties prenantes. Nous avons soutenu en tant que CRIF, nous avons soutenu en tant que CRIF tous les processus de paix, quelles que soient les modalités de discussion, quel que soit le choix. Mais est-ce que vous pensez, par exemple, prenantes. qu'il faut un pays aux Palestiniens, qu'il faut un État palestinien? C'est aux Israéliens, aux Palestiniens de décider des modalités. Quand ils étaient sur l'option de 2 États, évidemment, on a soutenu l'option des 2 États, ça va de soi, très explicitement. Vous savez, moi j'ai déjà eu l'occasion de me rendre à Ramallah il y a un certain nombre d'années, de voir aussi, d'échanger avec des Palestiniens. Il faut qu'une solution soit trouvée. Ce sera nécessairement une solution qui sera négociée le moment venu entre les acteurs israéliens et palestiniens. Mais pour ça, il faut que tout le monde autour de la table le veuille. L'attaque du Hamas, pour l'instant, repousse sine die cette possibilité. Mais au-delà de ça, est-ce que vous ne pensez pas que la paix serait préférable à cet engrenage, que cette manière donc de répondre à la provocation du Hamas à ses actes terroristes est une manière justement de faire s'éloigner ce processus de paix? Je ne vous dis pas que le processus de paix était très vivant il y a quelque temps. Évidemment que je préfère la paix à toute situation de conflit armé qui conduit à la mort de civils. La question, c'est est-ce qu'il y a le choix? Qu'aurait répondu Albert Camus à une question comme celle-là? Réellement, il n'y a pas de nuance possible. Malheureusement, dans ces moments-là, il va falloir éradiquer le Hamas et ça se fera malheureusement aussi avec des victimes. Yonatan Arfi, président du CRIF, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez en compagnie d'une historienne, Sylviane Goldberg. Elle publie une somme Histoire juive de la France aux éditions Albin Michel. On va voir quel est le statut, la place des Juifs en France et comment ce qui est en train de se dérouler au Proche-Orient est en train de bouleverser cette communauté. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, les Juifs, le CRIF, Israël et la Palestine sont au cœur du débat politique aujourd'hui, suite évidemment aux conséquences, aux propagations de l'onde de choc du conflit au Proche-Orient. Nous sommes en compagnie de Yonatan Arfi, qui est aujourd'hui président du CRIF, nouvellement élu, puisque vous avez été élu en 2022. Et nous recevons, pour avoir également la dimension historique de cette vie juive en France, Sylviane Goldberg. Bonjour, vous êtes historienne et vous venez de publier une histoire juive de la France monumentale aux éditions Albin Michel. Mais avant d'évoquer l'histoire, une page de politique avec mon camarade Jean Lémarie, Yonatan Arfi, Jean-Luc Mélenchon a publié un tweet expliquant en substance, je cite Jean-Luc Mélenchon, en obligeant tout le monde à s'aligner sur la position du gouvernement d'extrême droite israélien, en acceptant de manifester avec le Rassemblement national, en insultant les élus futiles du PS, le CRIF, autrement dit l'organisation que vous présidez, a isolé et empêché la solidarité des Français avec la volonté de paix et la demande de cessez-le-feu immédiat. Votre réaction à ce tweet ? Mais ma réaction, elle est assez simple, c'est que ce qui a empêché l'expression de la solidarité d'une partie des Français, ce sont les positions de la France insoumise, incapable de dénoncer le caractère terroriste des attaques commises par le Hamas. Nous étions à ce moment-là dans un temps d'émotion qui aurait dû être partagé de manière unanime par la société française, et Jean-Luc Mélenchon choisit à ce moment-là de venir faire de la politique. Son accusation d'extrême droitisation des Juifs de France, c'est ça qu'il porte depuis un certain nombre de mois, traduit une obsession qu'il a vis-à-vis des Juifs, dont il a choisi de faire ses meilleurs ennemis. Et le CRIF, évidemment, est un objet dont il se saisit dans sa construction politique clientéliste. Jean Lémarie. Comment expliquez-vous cette position de la France insoumise ? Je crois qu'il y a d'abord une stratégie assumée qui est clientéliste. Ils viennent flatter un électorat dont ils supposent, à mes yeux à tort, qu'il serait aligné sur les positions du Hamas. Non, l'électorat issu de quartiers populaires, issu de l'immigration notamment d'Afrique du Nord, n'est pas aligné sur les positions du Hamas. J'en suis convaincu. C'est stigmatisant de la part de la France insoumise de considérer qu'il le serait, et cette attitude clientéliste doit être dénoncée. Mais Yonatan Arfi, hier, par exemple, Manuel Bompard de la France insoumise a plusieurs fois répété qu'il n'avait bien sûr aucune accointance avec le Hamas et que ce qu'il condamnait, c'était des crimes de guerre commis des deux côtés, et que le qualificatif de crime de guerre était
beaucoup plus engageant du point de vue du droit international que le qualificatif de terroriste qui, au fond, disait-il en substance, n'était qu'une question morale, qu'un regard moral sur ces événements. D'abord, ce qui s'est passé en Israël, commis par le Hamas, relève sans doute plus de la définition du crime contre l'humanité que du crime de guerre. Mais la stratégie de la France insoumise, c'est de tout faire pour faire une mise en équivalence morale entre Israël et le Hamas. Mais c'est profondément abject. On ne vient pas au lendemain d'une attaque terroriste, alors que les corps ne sont pas enterrés, qu'on a les images qui viennent avec ces histoires atroces, macabres, de massacres, faire une mise en équivalence de cette nature. Jean Lémarie. Face à la France insoumise, le Rassemblement national, lui, se présente aujourd'hui comme le meilleur bouclier pour les Juifs en France. Qu'en pensez-vous ? Je dénonce toute récupération qui pourrait être faite de la question de l'antisémitisme par le Rassemblement national. Ça n'est pas nouveau. Ils cherchent, par le biais de la question de l'antisémitisme, à retrouver une forme d'honorabilité. C'est scandaleux compte tenu de ce qu'est l'histoire du Rassemblement national. Et puis c'est scandaleux sur la question de la sincérité du combat contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'au Rassemblement national, il y a des antisémites, Yonatan Arfi ? Il y a d'abord une surreprésentation des préjugés antisémites chez les électeurs qui votent Rassemblement national, c'est une réalité. Il y a tout le courant identitaire en France qui se porte et supporte le Rassemblement national. Et surtout, il y a une incapacité au Rassemblement national à dénoncer l'antisémitisme qui vient de l'extrême droite. Chacun doit être capable de dénoncer l'antisémitisme qui vient de son propre camp, sinon la démarche ne peut être pas considérée comme sincère et authentique. Jean Lémarie. Sous votre présidence, le CRIF accueillera-t-il Marine Le Pen ? Non, je peux vous le dire, c'est une position établie depuis longtemps au CRIF. Il n'y a pas de raison qu'elle change. Et Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour est juif, il est en un sens plus à droite que le Rassemblement national. Est-il possible de considérer que le CRIF n'accueillerait pas un coreligionnaire ? Vous savez, nous nous situons sur le plan de la représentation politique de la communauté. Ce qui m'importe, c'est ce que Éric Zemmour dit et porte comme message. Les messages qu'il porte sont des messages d'exclusion qui ne sont pas partagés par le CRIF, qui ne sont pas l'ADN de notre institution, qui ne sont pas les valeurs du judaïsme. Mais l'idée qu'une partie de la communauté juive se droitiserait, c'est une idée qui a été portée notamment par Gérard Miller, qu'on a entendu il y a quelques instants, dans les actualités. Qu'en pensez-vous ? Mais moi, j'invite à ne pas se laisser piéger par le narratif commun de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Les deux ont intérêt à dire ça. Jean-Luc Mélenchon, parce qu'en disant ça, il fait des Juifs ses ennemis publics légitimes. Marine Le Pen, parce que, on vient de le dire, elle viendrait trouver une forme de tampon cachère, entre guillemets, qui d'un coup lui ouvrirait les portes de la respectabilité dans la société française. Ils ont tous les deux intérêt à dire ça. Mais je peux vous dire que l'immense majorité des Français juifs sont tout simplement républicains, comme les Juifs de France l'ont toujours été. Cela sera sans doute rappelé. Et que, de ce point de vue-là, ils font rempart aux extrêmes de chaque côté. Ça va être rappelé immédiatement par l'historienne Sylviane Goldberg qui est avec nous, qui publie donc un ouvrage collectif Histoire juive de la France. Histoire juive de la France, ça n'est pas une histoire des Juifs de France, c'est une manière d'inscrire les Juifs dans l'histoire de France, Sylviane Goldberg. Oui, tout à fait. Mais d'abord, je voudrais dire en introduction que c'est probablement le pire moment, au vu des circonstances, qui nous amène à présenter ce travail. Parce que, justement, dans cette somme, on a voulu éviter l'écueil d'une histoire qui ne serait établie que sur le recueil des dates de persécution. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est tout à fait autre chose. C'est 2 millénaires de vie en synchronisation avec l'histoire de France. Et donc, vous l'avez bien remarqué, c'est pas une histoire des Juifs, ni de France, ni en France, mais c'est une histoire de France vécue, vue, perçue par les Juifs. Et c'est tout à fait autre chose. Mais c'est quand même particulièrement passionnant de relire ou de lire cette histoire-là maintenant, Sylviane Goldberg, parce qu'on remarque à quel point les Juifs sont inscrits dans l'histoire de France, pas seulement dans l'histoire récente, mais dans l'histoire
très ancienne. Il y a notamment une carte de France qui témoigne de l'importance de la vivacité des communautés juives en France, non seulement à Paris, non seulement à Marseille, parce que ça on le sait, mais aussi à Chalon-sur-Saône, à Valence, également à Roanne, à Périgueux. Et on voit à quel point l'histoire de France est indissociable de l'histoire des Juifs. Complètement. En fait, l'histoire des Juifs de France, là, vous avez mentionné quelques noms de localités. Il y en a beaucoup d'autres, effectivement. Il y en a énormément. Si vous voyez les cartes, parfois, c'est vraiment sidérant. Mais en fait, il faut bien se rappeler que la France s'est construite très lentement au fil des siècles et que le royaume, en fait, c'était tout petit. C'était ce qui recouvre aujourd'hui une Île-de-France un peu élargie. Et donc, les Juifs ont vraiment suivi le cheminement de l'édification du royaume et des frontières, parce qu'ils sont arrivés avant les Francs. Ils sont arrivés avec les Romains, en fait. Et donc, ça fait une très, très longue histoire. Et les Français n'étaient pas encore Français, ils étaient Gaulois. Et on découvre donc qu'il y a eu des communautés juives, par exemple, dans le sud de la France. On le découvre par le biais de cimetières, qui sont encore en cours de fouille d'ailleurs, par le biais de mikvés, autrement dit des bains rituels, qui sont aujourd'hui mis en évidence, par exemple dans la Drôme, par exemple dans le Vaucluse. Ça, c'est quelque chose de nouveau, Sylviane Goldberg. C'est nouveau parce que l'archéologie ne s'était pas du tout initiée au repérage des vestiges de la vie juive et que ces vestiges de la vie juive avaient été volontairement effacés à partir du moment où les Juifs ont quitté les localités. C'est-à-dire que jusqu'à leur dernière expulsion, il y avait partout où se trouvaient des communautés, des lieux de vie juive, de la même manière que les villes se sont créées elles-mêmes avec la construction d'églises, de cathédrales, de bains publics, héritage des Romains. Eh bien, les Juifs, en même temps et de manière complètement synchronique, ont établi des synagogues, des écoles et des cimetières. Seulement, les archéologues n'étaient pas du tout formés à cette identification. Je me rappelle très bien que lorsque j'étais étudiante, j'avais été envoyée chez Jean-Marie Peset, qui était le plus grand archéologue à l'époque, et auquel j'avais posé la question des cimetières juifs et qui m'avait dit « mais c'est pas la peine de chercher, il n'y a rien ». Il n'y a aucune trace de la vie des Juifs en France au Moyen-Âge. Or, c'est faux, parce qu'aujourd'hui, que les archéologues ont été un peu plus formés, on commence à retrouver quantité d'objets et de traces de cette vie, dont le plus emblématique est probablement la Maison Sublime que l'on a très récemment... À Rouen. Oui, à Rouen, que l'on a redonné en quelque sorte à son passé juif. Et oui, parce que c'est ça qui est particulièrement frappant, Yonatan Arfi. Donc, on parle de fouilles archéologiques, mais ce sont aujourd'hui aussi des communautés vivantes à Cherbourg, à Rennes, à Nantes. Vous qui êtes président du Conseil représentatif des institutions juives de France, ce sont des communautés que vous voyez vivantes. Oui, il y a un judaïsme français qui est pluriel, qui est à l'image de la France. Moi, je trouve précisément que c'est important que ce livre sorte maintenant, précisément pour ça, parce qu'il vient réancrer les Juifs de France qu'on assigne à la question d'Israël ces jours-ci, parce que l'actualité l'impose. Eh bien, ça vient nous réancrer dans notre profondeur historique et géographique à travers tout le territoire de Bayonne à Strasbourg. Mais alors justement, dites-nous d'ailleurs ce qu'est le CRIF, parce que en dehors de l'objet de fantasme qu'il est devenu, à l'origine et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Le CRIF, ça a été fondé en 1943 dans la clandestinité de l'occupation par des Juifs de toute conviction politique, de tout niveau de pratique, qui se sont réunis autour de la même table pour penser le judaïsme français d'après-guerre. C'est au fond un équivalent juif du Conseil national de la résistance. C'est la table ronde autour de laquelle l'ensemble de la communauté s'est assise pour se projeter dans l'avenir post-Shoah, alors que l'occupation était encore présente. Aujourd'hui, la communauté juive, Sylviane Goldberg, elle est complexe, c'est une mosaïque. Il y a donc les juifs originaires de l'Est, les Ashkénazes, les juifs originaires du Maghreb, notamment les séfarades. Comment présenter cette communauté juive qui n'est pas du tout monolithique ?
D'abord, c'est difficile de parler des Juifs aujourd'hui en tant qu'une communauté, parce qu'il y a des Juifs absolument de toutes couleurs, physiques et politiques, et puis il y a des Juifs qui sont insérés dans des communautés, ce qui est loin d'être la majorité. Vous avez des Juifs à gauche, des Juifs au centre, des Juifs à droite aussi. Zemmour en est un bel exemple. Donc très à droite. Très à droite, mais vous en avez absolument partout, à l'image de tous les Français. On ne peut pas dire qu'en France, il n'y aurait qu'une communauté française. Or, les Juifs sont exactement faits sur le même modèle. Beaucoup n'aimeraient pas d'ailleurs dire qu'ils sont représentés par le CRIF. J'en connais C'est leur droit personnellement. C'est tout à fait leur droit. Mais si on devait donner quelques chiffres sur l'importance de la communauté aujourd'hui, son évolution démographique, la distinction qui semble importante pour les Juifs entre Ashkénazes et séfarades. De moins en moins quand même. La distinction entre Ashkénazes et séfarades, bon, c'est une distinction qui est un peu arbitraire parce que moi je préfère dire orientaux et occidentaux parce que séfarades ça veut dire essentiellement espagnol et Ashkénazes ça veut dire allemand. Or, si on regarde qui sont les Juifs ashkénazes, alors, ce sont des Juifs français, d'abord, originaires des régions d'Alsace et de Lorraine, mais c'est aussi beaucoup de Juifs qui viennent de l'Empire tsariste, de l'ancienne zone de résidence, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie aussi. Et puis, vous avez donc ceux qui se disent séfarades et qui viennent des Balkans ou des grandes communautés qui se sont fondées après l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais vous avez aussi des Juifs qui viennent de pays orientaux qui n'ont rien à voir avec l'Espagne. Donc, c'est un découpage un peu facile, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'arrase de plus en plus. Les Juifs se marient entre eux et cette distinction, ou pas. Elle a de moins en moins d'importance. Combien de Juifs en France aujourd'hui, Sylviane Goldberg ? Difficile à dire parce que les chiffres bougent. Il y a des moments... Enfin, c'est quand même la plus grande communauté européenne démographiquement. Vous avez ensuite les États-Unis et Israël, mais en Europe, c'est là où on trouve le plus grand nombre de Juifs, qu'ils soient inscrits dans des communautés ou pas. Si je vous dis 500 000 ? Alors, ça peut être une évaluation, mais combien ne sont pas répertoriés ? Qu'est-ce que vous en pensez, Yonatan Arfi ? Je pense que d'abord, la question que ça pose, c'est qu'est-ce qu'un Juif ? Et à cette question-là, il n'y a pas de réponse fixe, il y a une réponse des textes religieux, mais il y a une réponse culturelle, historique, sociétale, qui peut être sociologique, qui peut être beaucoup plus large. Il n'y a pas en France de statistiques ethniques, et je m'en réjouis. Le modèle républicain permet qu'il y ait cette zone de flou, et cette zone de flou, c'est tout le lieu justement de la porosité entre ce que le judaïsme peut apporter à la France et le reste de la société. Et je trouve que ne pas savoir combien nous sommes exactement, au fond, c'est plutôt quelque chose qui nous renforce plutôt que quelque chose qui nous affaiblit. Il y avait environ 300 000 Juifs au moment de la Seconde Guerre mondiale. Le quart a péri en déportation. Sylviane Goldberg, l'évolution démographique qui est restituée dans cet ouvrage collectif que vous publiez, Histoire juive de la France aux éditions Albin Michel, témoigne d'une vivacité de cette vie juive d'après-guerre, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, c'était une vie juive très intense, à tout point de vue, au point de vue intellectuel, au point de vue scientifique, et puis au point de vue vie culturelle. Cette vie intense culturelle a commencé dans l'entre-deux-guerres d'ailleurs, puisque c'était en France et surtout à Paris, mais aussi dans les autres grandes villes, que l'on parlait les langues juives le plus. C'est là aussi qu'il y avait une intensité de production culturelle avec la publication de presse. Il y avait une grande presse juive, il y avait plein de journaux dans toutes les langues juives. Il y avait de la chanson, du théâtre, tous les arts étaient représentés. Et puis si on pense, mais alors ça c'est vraiment pour revenir sur le projet qui nous a guidés, je pense à l'école de Paris. L'école de Paris qui est représentative à la fois d'un grand moment de la peinture française, eh bien elle a été fondée par des juifs émigrés des pays d'Europe orientale. Leur grande majorité venait d'ailleurs, mais ils ont quand même fondé l'école de Paris. Et si on pense aussi au terme d'école de Paris, là j'aimerais rebondir un peu sur ce que Yonatan Arfi a dit. Il s'est produit juste après la Seconde Guerre mondiale quelque chose d'extrêmement important et
complètement spécifique à la France, c'est-à-dire qu'il y a eu la formation d'une reconsidération, d'une revisitation des valeurs du judaïsme à la lumière des valeurs de la France républicaine. Et on a appelé ça aussi, enfin on commence à l'appeler l'école juive de pensée de Paris. Yonatan Arfi, là-dessus justement sur la conciliation des Juifs et de la République. Alors on a évoqué la question donc du lien avec Israël. Pour le reste, la conciliation d'une loi religieuse et d'une loi civile. Vous savez, je suis très souvent interrogé par des journalistes anglo-saxons qui viennent chercher au CRIF une voix, pense-t-il, critique de la laïcité. Et ils sont à chaque fois surpris de voir que la représentation organisée de la communauté juive de France défend l'inscription des Juifs dans la laïcité, défend la laïcité par exemple comme une loi de protection et de liberté et s'inscrit complètement dans l'universalisme républicain qui à leurs yeux est perçu comme une forme d'oppression des minorités. Enfin, on connaît ce discours-là. Il y a un attachement pour les Juifs à la République, qui date évidemment de 1791 parce qu'elle les a, c'est pas encore la République, mais enfin c'est l'idéal républicain qui les a émancipés. Mais plus largement, on sait que notre destin est lié. Quand la République faiblit, l'affaire Dreyfus, évidemment Vichy, la condition des Juifs elle-même est en danger. La République a été bonne avec les Juifs, Sylviane Goldberg? Alors, la République, d'abord, ne savait pas quoi faire des Juifs, puisqu'on a vraiment attendu la veille de la clôture de la Constituante pour décider d'accorder la pleine citoyenneté aux Juifs, mais pas seulement aux Juifs. C'est le moment où on s'est dit, bon, les bourreaux, les comédiens, tous ces gens-là sont quand même des êtres humains, et même les Juifs sont des êtres humains. Donc c'était un grand pas qui a été franchi. Mais les Juifs et leurs descendants, enfin les Juifs qui ont vécu ce moment-là et leurs descendants, ont vraiment engagé une relation très particulière avec la République, au point d'intégrer les valeurs de la République dans une certaine forme de judaïsme. Alors cette histoire juive de la France, on l'a compris, n'est pas une histoire lacrymale. Néanmoins, dans la période que nous traversons, Yonatan Arfi, et c'est d'ailleurs la une du Point, les Juifs attaqués en Israël, menacés en France. Depuis le début des événements, depuis le 7 octobre, y a-t-il une recrudescence des actes antisémites en France ? Oui, ça a été annoncé par le ministère de l'Intérieur, une 50aine d'actes antisémites recensés depuis samedi dernier. C'est beaucoup plus que le rythme habituel, bien sûr. Et surtout, nous voyons poindre une violence aujourd'hui décomplexée qui prend prétexte du conflit israélo-palestinien, une identification dévoyée à la cause palestinienne qui se traduit par des agressions vis-à-vis de la communauté juive de France. Rappelons 2014, conflit entre Israël et le Hamas, et en France, mécaniquement, dans les jours qui ont suivi, en marge de manifestations pro-palestiniennes, des attaques de synagogues à Sarcelles, à Paris. Rappelons aussi qu'à Toulouse ou à l'Hypercacher, les terroristes ont justifié leurs actes parmi leurs différents arguments, entre guillemets, aussi par l'évocation du sort des Palestiniens. L'antisionisme, la haine d'Israël est aujourd'hui un des carburants incontournables, malheureusement, de l'antisémitisme en France. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez la sensation d'être entendu par les pouvoirs publics? Les mesures qui sont prises vous paraissent-elles suffisantes? Je pense qu'il y a une compréhension par les pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années que cet antisémitisme nouveau dit quelque chose de la société française et qu'il faut le traiter parce que c'est une menace pour les Juifs, mais au fond c'est une menace pour l'ordre républicain tout court. Je crains qu'en revanche, une partie de nos concitoyens ne saisissent pas cette dimension-là. Ils ne saisissent pas que la haine d'Israël, quand elle s'exprime dans cette radicalité, est une forme d'antisémitisme et ils ont tendance à considérer que c'est un conflit étranger et non pas un problème français. Une nouveauté quand même que les Juifs aient peur en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous racontez dans votre histoire juive de la France à quel point la période de l'après-guerre a été une période de reconstruction. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à une période de dissolution avec par exemple beaucoup de Juifs, Sylviane Goldberg, qui sont tentés de faire leur alia, comme on dit, autrement dit d'aller vivre en Israël? On touche là à l'idée ou à l'image que se sont construits les Juifs depuis la création de l'État d'Israël, qui repose en fait sur la première conception du sionisme, c'est-à-dire d'ouvrir un endroit sur terre où il y aurait un refuge pour tous les Juifs opprimés. C'était la première vision en fait de Herzl. C'est la vision qu'ont défendue les Juifs français qui pensaient que le sionisme n'était pas pour eux. Depuis la guerre de 67, le rapport à l'État d'Israël... La guerre de 1967. Oui. Autrement dit, la guerre des 6 jours. Que je n'aime pas utiliser.
enfin le terme que je n'aime pas utiliser, je préfère C'est garder... le terme qu'on utilise généralement, mais vous Je pouvez sais, appeler mais les parce choses qu'il autrement. il y a une connotation messianique que je n'aime pas introduire, mais qui justement est extrêmement importante dans la relation que les Juifs ont construite avec l'État d'Israël. Et l'idée que c'est un refuge pour les Juifs est quelque part battue en brèche lorsque l'État refuge lui-même se trouve en danger. Ce qu'on a pu constater d'ailleurs, c'est que on en a beaucoup parlé à partir de la période des attentats. Un grand nombre de Juifs de France sont partis vers Israël, mais si vous écoutez les informations récentes, beaucoup veulent rentrer maintenant. C'est-à-dire que l'État refuge n'est plus tout à fait un refuge. On trouve cette histoire des Juifs de France donc en librairie, Histoire juive de la France aux éditions Albin Michel, avec beaucoup de choses sur l'archéologie des Juifs en France, avec des trésors qui ont été découverts, notamment la stèle de Narbonne, par exemple. Merci Sylviane Goldberg, merci Jonathan Arfi, président du CRIF, de nous avoir accompagnés.